Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Un sujet un peu brumeux, à l'image du temps qu'on a aujourd'hui, mais qui affecte potentiellement 8 milliards d'êtres humains sur cette planète. Je vais te parler de monnaie. Je vais te parler de pédocriminalité, de Epstein, de Howard Lutnick, actuel ministre du Commerce du cabinet présidentiel de Donald J. Trump. Je vais te parler de ce qu'a mis en place un des principaux donateurs de la campagne présidentielle de Hillary Clinton, donc des démocrates, qui est devenu, comme par hasard, un membre du cabinet républicain de Donald Trump. Comme quoi, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a que des intérêts financiers, comme je passe mon temps à le dire, à l'écrire, pour que vous, j'allais dire, puissiez décomplexifier la situation dans laquelle on est. Il n'y a pas de complot, il n'y a que des intérêts financiers. Comment croyez-vous qu'un homme qui a financé la campagne démocrate de Hillary Clinton puisse se retrouver ministre du Commerce? Il voulait être ministre du Trésor américain, donc Fed, etc., pour contrôler les monnaies. Et je vais aujourd'hui vous faire un historique de ce qui s'est passé et du vrai rôle d'un Jeffrey Epstein. Pourquoi est-ce qu'il a été assassiné? Est-ce que c'est en relation uniquement avec la pédocriminalité? Est-ce que c'est en relation avec ses actions à une échelle mondiale, à une échelle monétaire mondiale? Comment est-ce que nos amis israéliens, nos amis juifs, ont financé tout ça? Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus longue et j'en suis par avance désolé. Oui, parce que si on veut être crédible en parlant de ce genre de choses, on cite les sources, on cite les personnes incriminées, on cite les dates, on cite les tenants aboutissants, les causes, les effets. Qu'est-ce qu'on peut anticiper? On fait des liens. Donc la vidéo va durer. Alors je vais essayer de la séquenter en parties un peu plus digestes, on va dire, mais j'aimerais absolument aujourd'hui que vous puissiez faire les liens sur ce qu'il se passe au niveau monétaire, parce que l'argent est le nerf de la guerre, c'est une évidence. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre vraiment comment est-ce qu'on est en train de vous déposséder de A à Z, de vous dépouiller de votre accès à la propriété, de l'éducation de vos enfants, parce que ça rapporte tellement à l'État. La façon dont on est en train de vous voler la valeur de votre travail est arme ultime. La façon dont les monnaies vont être restructurées pour vous contrôler de A à Z, prenant même, grâce à ça, le contrôle de vos propriétés privées. C'est ce qu'on appelle la tokenisation. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus digeste possible. En fait, je vais vous prendre en voyage, je vais vous raconter une histoire. Et vous le prenez comme vous le voulez. Ce sera très choquant par moment, mais je me dois de vous proposer cela. C'est ce que je vous dois. Parce que je vous rappelle que j'ai travaillé dans la finance toute ma vie, j'ai géré des sociétés d'investissement, j'en ai vendu à des grands groupes bancaires, j'en ai coté en bourse à Londres, premier marché. Oui, j'ai travaillé à Paris, à Londres, aux États-Unis, au Japon et en Suisse, bien entendu. Donc oui, je me fais une vague idée de comment ça fonctionne, pas parce que je l'ai étudié à l'université, non, parce que j'en ai été un acteur actif. Et comme je le dis souvent, j'ai rendu encore plus multimilliardaire des gens qui l'étaient déjà 5, 10 ou 20 fois.
Je parle pas seulement de personnes privées, je parle de caisses de pension, je parle de tous les gens qui ont utilisé mes services pour faire fructifier leurs actifs, hein, dans des soi-disant, si je parle par exemple de l'assurance maladie en Suisse, pour des gens qui sont soi-disant dans des fondations, donc à but non lucratif, alors que sous la fondation, tu as entre 10 et 20 sociétés SA qui, elles, sont toutes à but lucratif. Donc, on te met un écran de fumée devant la figure et tu sais plus où est ta cible. Tu ne comprends plus. Et les braves politiques qui sont nuls, enfin sont nuls. Non, c'est des gens super intelligents, je les aime profondément. Mais ils sont perdus. Ils ont une certaine rhétorique. Ils savent parler, on va dire les choses comme ça. Mais comprendre le système financier, le système monétaire, la finance, mais oublie, ils sont largués. Évidemment que les gens qui tiennent réellement le pouvoir, ça va les conseiller, ça va être un président de banque nationale, ça va être un président de grande banque, ça va être le président d'une grande société d'assurance, ça va être des gens qui comptent économiquement parlant. Ben, ils tiennent tous ces braves politiques qui n'y comprennent rien. Ben, donc le système doit mourir pour pouvoir être reproposé, renaître littéralement dans une forme que nos enfants puissent comprendre. Quand on a, comme en France, 130 ou 140 000 pages de règles étatiques, donc plus de 50 fois la Bible quand même, comment est-ce que nos enfants peuvent s'intégrer dans un environnement comme celui-là? Même les top spécialistes n'y comprennent rien. Je veux dire, plutôt, les technocrates, les tops, c'est pas qu'ils y comprennent rien, bien sûr qu'ils y comprennent quelque chose, mais dans un domaine donné. Parce qu'ils ne peuvent pas s'envoyer 50 fois la Bible et être des spécialistes de 50 fois la Bible. Donc on doit revenir à un système simple et c'est ce que je vais vous démontrer dans les minutes qui viennent. Donc je vais, comme je vous dis, vous emmener dans un voyage qui va durer 1 heure dans le domaine des monnaies, du Bitcoin. Et des autres monnaies, tous les stablecoins, le Tether, enfin, etc. Et on va en parler. Écoutez, en général, quand je fais une vidéo, j'ai une demi-page de notes, juste pour me souvenir de de ce dont je dois vous parler. Là, j'ai 5 pages de notes. Donc, ça va durer. Je les ai devant moi ici. Voilà, voilà le cahier. Et c'est parti pour un tour. Dans son idée première, le Bitcoin a été créé comme une monnaie universelle dont le but est véritablement d'acheter et de vendre des biens, des services, d'échanger des connaissances. Mais l'idée, c'était véritablement de vous permettre d'acheter votre café au bistrot avec du Bitcoin. Hein, c'était de vous permettre d'aller au supermarché, d'acheter vos fruits et légumes, votre viande, ce que vous consommez sans aucun problème. L'idée, c'était de vous créer une monnaie qui échappait aux contraintes politiques et des banques centrales. C'est évident. Donc, en 2017, par exemple, donc il n'y a pas très longtemps, hein, c'est moins de 10 ans, mais déjà en 2014, je dirais 2014-2015, mais en 2017, le Bitcoin était accepté par la plupart des grandes corporations. Vous pouviez, acheter votre billet de train avec du bitcoin, vous pouviez acheter votre computer chez Microsoft avec du bitcoin, il n'y avait aucun souci. Vous pouviez acheter, tout ce qui était les Subway franchise, par exemple, donc dans le métro, vous pouviez acheter votre sandwich, votre jus d'orange, votre café avec du bitcoin. Puis, le volume des transactions devenait de plus en plus importante. Pourquoi? Ben, parce que c'était gratuit, hein, vous n'étiez pas comme avec les cartes de crédit classiques, Visa, Mastercard, American Express et autres, en train de payer des commissions à tout le monde, le commerçant n'avait pas à en payer, rien du tout. Évidemment, les gens qui contrôlent la finance internationale, essentiellement nos amis juifs, en partie les Suisses. Je te rappelle quand même que la Suisse est la plus odieuse machine Afrique que l'humanité n'ait jamais conçue.
C'était terrible de dire ça de mon pays, parce que j'aime mon pays. Regarde les montagnes dans lesquelles j'habite, c'est fabuleux. J'ai servi mon pays pendant bien des années. Eh bien, dès que les gens qui tiennent véritablement les monnaies, c'est pas seulement les banques centrales, c'est des grandes banques, c'est les Rockefeller, Rothschild, c'est JP Morgan, Goldman Sachs, c'est tous nos amis juifs. Et entre autres, il y a des Suisses, comme je le dis, il y a des Anglais, il y a des Allemands, des Français, etc. OK, mais ça, voilà, on s'est compris. Eh bien, dès qu'ils ont vu que le Bitcoin prenait et que ça devenait une alternative aux monnaies fiat, pourquoi est-ce que j'appelle ça les monnaies fiat? Hein, c'est pas une monnaie fiat pour moi, c'est une monnaie qui n'a aucune espèce de valeur. La monnaie fiat, c'est une monnaie qui est dans les mains d'un gouvernement qui est capable de la dévaluer à son gré, de dicter les taux d'intérêt en fonction d'intérêts du pouvoir et d'intérêts financiers des lobbyistes qui contrôlent les politiques. Donc, c'est une monnaie et les fiat monnaies, les monnaies sans valeur réelle, puisqu'elles ne sont pas adossées à des règles claires qui privilégient le fait que la monnaie reste, voilà, conserve sa valeur pour les gens qui ont de l'argent à la banque, pour des gens qui ont économisé, qui ont hérité de papa et maman, qui avaient déjà payé leurs taxes et impôts entièrement, mais l'État ne peut pas s'empêcher de les voler parce qu'il n'y a pas de règles précises, il n'y a pas une discipline monétaire. Donc vous pensez bien qu'au moment où le Bitcoin, dont la caractéristique est d'avoir une masse monétaire fixe, d'accord, qui s'apprécie, donc un Bitcoin s'apprécie en fonction de la confiance et de l'utilisation des gens qui l'utilisent. Eh bien, nos amis israéliens, le Mossad, la Knesset, les banques, se sont mis à vouloir détruire le Bitcoin. Et ils y sont arrivés très bien. Ils ont fait passer le Bitcoin d'un outil permettant une transaction à un outil dangereux, purement spéculatif, ce qui est une hérésie. Et puis, ils ont rendu payantes les transactions, mais pas payantes à coût de 1 ou 2 centimes de dollars, cents de dollars. Non, ça s'est passé aux alentours de 50 dollars la transaction. Pire encore, ils ont fait en sorte que les transactions ne puissent plus être effectuées dans la seconde. Donc, pour certaines personnes, hein, comme sur un système interbancaire, le SWIFT, par exemple, aujourd'hui, vous faites une transaction, dans la seconde, c'est fait, ou dans allez, 5, 10, 15, 20 secondes, ça dépend du volume, il y a deux, trois petites choses. Mais ça va très vite. Là, ils se sont arrangés pour qu'une transaction prenne jusqu'à 2, 3 jours avant d'être effectuée, ce qui en fait une monnaie complètement inutile, dysfonctionnelle. Vous pouvez pas, voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est pour détruire la vocation première d'une monnaie crypto qui est d'échanger des biens et des services. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ou qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là? Je reprends un petit peu mes notes parce que euh, c'est fou, quoi. Donc, dès qu'ils ont vu que le modèle donc, de la monnaie crypto a volume, masse monétaire identifiée était viable et allait rendre service tout en dépossédant les manipulateurs, je suis désolé de le dire, mais les banques, les sociétés d'assurance, les gouvernements, les banques centrales, on allait les déposséder de ce qui fait une bonne partie de leur fortune, donc de leur qualité de vie. Eh bien, immédiatement, ils ont, ils ont fait passer la monnaie crypto d'un statut de vecteur d'échange à un statut de produit de pure spéculation, comme si c'était de l'or, en
fait, un produit spéculatif. Enfin, l'or, je ne devrais pas parler comme ça parce que l'or a quand même une valeur intrinsèque. Je veux dire par là, si vous cachez 1 million d'or dans votre jardin, dans un trou, que vous cachez la même somme en billets de banque, 25 ans plus tard, l'or a gardé sa valeur, a pris de la valeur, même peut-être, ça dépend des cycles économiques, alors que les billets ont perdu toute valeur, quelle qu'elle soit. Mm. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont détruit la capacité du Bitcoin à servir de vecteur d'échange et en même temps, ils se sont mis à financer 3 projets avec le MIT, le Massachusetts Institute for Technology, donc Harvard, censé être la meilleure université de la planète. Et ils se sont mis à financer 3 projets successivement. Je vais vous les noter. Le projet Hamilton, le projet CEDAR, C-E-D-A-R, et le projet RLN, Regulated Liability Network. Et c'était quoi ce projet? C'était de voler le concept du Bitcoin, de l'appliquer aux banques centrales, de faire ce qu'on appelle un CBDT, Central Bank Digital Currency, CBDT. C'est Central Bank Digital Currency, voilà, pour le faire simple. Et pour garder la main mise sur l'augmentation de la masse monétaire, qui, je le rappelle, crée l'inflation. Et ça veut dire qu'on vous vole tout simplement la valeur de vos économies. Alors oui, d'un côté, évidemment, les banques commerciales peuvent créer de l'argent. Oui, mais ça provoque des bulles spéculatives. Ça ne vous vole pas en direct la valeur de vos économies. La bulle spéculative, elle va tuer tous les investisseurs qui sont exposés au moment où elle dégonfle d'un coup. Mais ce n'est pas de l'argent banque centrale qui, elle, dévalue la valeur de vos économies. L'argent banque centrale qui vient augmenter la masse monétaire réelle. Donc oui, les banques commerciales peuvent créer de l'argent, c'est un état de fait. Elles peuvent créer de l'argent à partir de rien, mais elles peuvent créer en fonction des réserves réelles qu'elles ont à l'intérieur. Et si elles ne gardent que 1, 2, 3 ou 4% de réserves réelles, elles prêtent tout le reste en faisant des effets de levier. Oui, elles créent de la masse monétaire, mais elles ne créent pas d'inflation en direct. Et au moment où un appel de capitaux est réalisé, elles font faillite, à part comme, quand en Suisse, les politiques n'y comprennent rien, ils viennent rembourser même l'UBS qui rachète le Crédit Suisse pour une bouchée de pain. Et c'est le peuple suisse qui paye. On croit rêver. Je vous dis, les politiques, ils y comprennent. On ne peut pas leur reprocher de ne pas comprendre la finance. Ils n'ont jamais pratiqué. Ils sont perdus. C'est comme de leur demander d'aller labourer un champ, de comprendre la lactofermentation pour renouveler les sols, comme on a fait tout à fait récemment une vidéo avec Pierre Fonder sur ce sujet spécifique. Bref. Donc, et c'est là que je vais vous parler de Epstein. Parce que Epstein, ce n'est pas uniquement la pédocriminalité. Ce n'est pas uniquement l'île qui a fait tellement de victimes. On est tous horrifiés par ce qui s'est passé. Mais vous le croirez ou non, c'est ce qui a été utilisé comme écran de fumée pour cacher les activités au niveau monétaire d'un monsieur comme Jeffrey Epstein. C'est affreux ce que je vous dis, et j'en suis conscient. Tant est qu'on souffre, qu'on est déchiré quand on voit les victimes. Moi, je les ai vues. Je les ai vues dans le cadre de procès qui ont été faits. Puis comme je parle vaguement l'anglais, j'ai vu ce qu'elles racontent. J'ai vu comment est-ce qu'elles étaient interrogées. J'ai vu les salopards en face qui essayent de minimiser les souffrances, de faire échapper les coupables à la justice. Et on l'a vu encore en France récemment. C'est une monstruosité. Mais vous devez vous rendre compte d'une chose, c'est que le Epstein en question,
Bien sûr qu'il était financé par le Mossad, par la Knesset, par Israël, par les Juifs en général, par les banques, toutes les banques juives qui tiennent une bonne partie, j'allais dire, de l'intention monétaire internationale. Ça paraît fou, mais c'est un état de fait. Eh bien, ce gars-là, il a été mandaté, il était voisin Epstein de M. Howard Lutnick. Howard Lutnick, qui est ministre du Commerce aujourd'hui. Il voulait être ministre du Trésor, je l'ai dit en introduction. Mais Donald Trump, il était un peu mal à l'aise par rapport à ça, parce que ça aurait été vraiment trop gros. OK? Trop gros. Parce que le Howard Lutnick, non seulement il était dans le camp des démocrates, donc le camp opposé aux républicains de Donald Trump, il a financé la campagne de Hillary Clinton. Et tout d'un coup, non, il passe de l'autre côté. Il passe de l'autre côté. Mais c'est génial. Hein? Pas de gauche, pas de droite. C'est ce que je vous dis tout le temps. Et les gens performants, mais qu'est-ce qu'ils font, les gens performants? Euh, on les utilise quand des intérêts financiers sont en jeu. Et c'est démoniaque, démoniaque. Le gars, il passe de la gauche à la droite sans aucun scrupule. Aucun scrupule. Pourquoi? Parce que il était voisin à New York de Jeffrey Epstein. Et ces gars-là ont financé à hauteur de 600 millions quand même. 600 millions, c'est beaucoup d'argent. Alors, est-ce que M. Howard Lutnick, dans ses activités, avait réuni 600 millions pour financer le projet? Et, attendez, je vais reprendre mes notes véritablement, quoi. Parce que c'était pas seulement pour financer ça, c'était pour financer une société qui s'appelle Blockstream. Ouais, Blockstream. Et dont le but était de valoriser le Bitcoin. Et ils l'ont fait en enfreignant tellement les règles de gestion des sociétés qu'aucune firme d'audit n'a accepté de les auditer. Parce que quand PricewaterhouseCoopers, Pick Marwick, Arthur Andersen et autres viennent auditer une société, ils y mettent quand même leur stempel, leur cachet, et ils ont une responsabilité par rapport à ça. Donc, les sociétés d'audit ont refusé d'auditer, tout simplement, les personnes enfin, d'auditer la société Blockstream. Mais je vais y revenir dans un instant. Donc, c'est Jeffrey Epstein et Howard Lutnick qui ont financé et trouvé les financements pour les 3 projets. Et les projets, c'est quoi? Les projets, c'est de faire en sorte que le Bitcoin ne puisse plus être utilisé parce que grevé de trop gros frais de transaction, que de ralentir le moteur de transaction pour en faire un outil complètement inutilisable, et de créer, en fait, dans la même technologie, une monnaie crypto, banque centrale, entièrement contrôlable par les banques centrales en termes d'injection de volume de masse monétaire ou pas, donc de créer de l'inflation, de maîtriser les taux d'intérêt, etc., etc. On ne veut pas d'une monnaie libre qui permette d'acheter son café sans frais. On veut que les Mastercard, les Visa, les American Express continuent à vous torpiller dans le business model qui est le leur depuis les années, je ne me souviens plus, 60, 70, 80, 80, je ne sais pas. OK. Mais le fait est qu'on veut protéger ça. Donc, je ne vais pas vous faire une histoire complète du truc, mais l'idée, c'est de transformer un service gratuit en un service qui vous vole votre argent et qui le redistribue dans le cadre des personnes qui, oui, en effet, contrôlent le système aujourd'hui. Donc, en fait, c'est vraiment un vol de votre capacité à échanger sans payer un intermédiaire financier. Et c'est ce qu'on voit dans le cadre des gouvernements, c'est ce qu'on voit partout. C'est toujours, toujours, toujours le même modèle.
Et c'est le modèle qu'on a dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la justice. On laisse les intermédiaires financiers voler la justice aux juges, voler la santé aux médecins, leur métier aux médecins, voler l'éducation professionnelle de l'éducation. Et c'est toujours les intermédiaires financiers qui se gavent au passage. C'est pour ça qu'on doit arriver vers le tiers regard. Je digresse, je sais, mais le tiers regard qui rend responsable chacun des intervenants dans les secteurs d'activité humaine que je viens de mentionner. Bref, donc ça veut dire qu'ils ont donc commencé par introduire de façon complètement artificielle une limite au nombre de transactions. Puis, ils ont ajouté un délai qui pouvait aller jusqu'à plusieurs jours aux transactions sur Bitcoin pour en faire un instrument purement spéculatif. Ce qu'ils ont essayé de faire, c'est vous faire croire que non, les monnaies doivent être absolument gérées par l'État. Une monnaie libre, c'est pas bon. Vous en voulez pas. Vous en voulez pas. Ma caméra est voilà. Vous n'en voulez pas. Et donc, ils ont fait ça. Et donc, quand un modèle totalement gratuit était en train de prouver qu'il fonctionnait, ils l'ont détruit. Et avec Epstein, avec Howard Lutnick, avec la participation d'une université aussi prestigieuse que Harvard, le MIT, ils ont réussi à faire un système. Donc, je viens de vous les nommer, hein, les trois systèmes en question. C'était les projets, je les ai ici, Hamilton, CEDAR et Regulated Liabilities Network, qui sont capables d'opérer jusqu'à 1,7 million de transactions à la seconde. À la seconde. Donc, ça veut dire que c'est plus efficace que n'importe quel système SWIFT ou autre bancaire utilisé à l'heure actuelle. Ces systèmes sont fonctionnels et potentiellement, on presse Enter et ça fonctionne. On va y revenir dans un instant et vous allez voir, vous allez commencer à faire les liens, ça va être génial. Donc, le narratif a été d'un Bitcoin monnaie pour le peuple, hein, pour vendre et acheter des biens et services, mais directement, soyons clairs, pour acheter votre panier de la ménagère au supermarché, et etc., etc. Donc, total gratuit. Ben, dès qu'un service comme ça s'est mis en place, évidemment, les Visa, les Mastercard, mais aussi toutes les monnaies sans valeur, les fiat currency, que sont bien sûr le dollar, que sont bien sûr l'euro, que sont toutes les monnaies dans des systèmes néolibéraux occidentaux, parce qu'ils ont tous le même modèle, hein, ils sont tous sous le joug des banques centrales qui, en fonction de la gestion désastreuse des politiques, vont en ajuster la valeur, les taux d'intérêt et tout ce que tu veux. Donc, c'est n'importe quoi. Donc, et ce qu'il y a de fou, c'est que même moi, dans mes amis investisseurs professionnels, ils sont tous tombés dans le panneau, mais tombés dans le panneau, mais gros comme une maison. Et ils se sont mis à croire que véritablement, les monnaies digitales, les monnaies non contrôlées par les États, étaient des monnaies euh, uniquement spéculatives, faites pour des gens qui veulent s'amuser comme on s'amuse avec de l'or, de l'argent, ou quand on achète un ETF, ou quand on achète un autre produit financier, quel qu'il soit, ce qui est n'importe quoi. Non, à la base, c'est une pure monnaie, mais qui n'est pas soumise, qui n'est pas une fiat monnaie, currency. Non, voilà. Donc, ce qu'il y a de fou, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, ce Howard Lutnick et ce Jeffrey Epstein, c'est à ce niveau-là que d'un point de vue politique, monnaie et international, ils ont eu, je veux dire, le rôle le plus important. Parce que, OK, Epstein, il a été assassiné en prison. Hein, ça paraît presque clair. Moi, j'ai regardé le rapport d'autopsie. On a un os ici dont je ne me souviens plus le nom, je suis désolé, qui ne va pas casser
si on se suspend à un drap dans une cellule dont le plafond est à 2 mètres. Non, il a été assassiné. Maintenant, est-ce qu'il a été assassiné pour les dossiers pédophiles qu'il a certainement mandatés par la Knesset, mandatés par le Mossad, mandatés par les services de renseignement israéliens qui voulaient des dossiers sur tous les politiques pour les tenir? Ben oui, on agit toujours de cette façon. On les met dans une situation où on les tient. Mais ce qu'il y a de fou, c'est que il était encore plus actif au niveau du fait de maintenir les monnaies sous contrôle. Parce qu'encore une fois, c'est les flux financiers qui comptent. On est tous horrifiés par la pédocriminalité. Mais elle vient d'où cette pédocriminalité? Elle vient du fait qu'on maîtrise, que ces salopards maîtrisent les flux financiers. Sans les flux financiers, ils n'ont pas les moyens d'organiser les avions qui transportent les pédophiles. Ils n'ont pas les moyens de s'acheter une île avec 25 chambres à coucher, machin, etc. Non, c'est l'accès illimité à la valeur de ton travail, de ton argent, qui permet à ces gens-là de créer, de se doter du pouvoir qui leur permet ce genre d'exaction. Donc, le jour où on a de la transparence et où ces gens-là n'ont plus un accès automatique à la valeur de ton argent, eh bien, une bonne partie de la pédocriminalité devient plus difficile. On doit maîtriser l'harmonie des flux financiers entre les gens qui en abusent et la classe moyenne, seule productrice de richesse. Et le jour où on le fait, on a la solution à 90% de l'équation qu'on cherche tous à résoudre. Donc, Epstein, son rôle principal, c'était dans la maîtrise des monnaies. Et il l'a fait en conjonction avec des universités payées. Et puis ensuite, je continue. Donc, le Howard Lutnick a abandonné le Parti démocrate quand les républicains sont passés au pouvoir. Comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a que des intérêts financiers. Il voulait être ministre du Trésor. Mais Donald lui a dit, écoute, Howard, quand même, on va te mettre ministre du Commerce. Comme ça, tu as un pied à l'intérieur. Et tu regardes, il est tout le temps dans le bureau ovale, il a une petite barbiche. Ah, il n'ose pas se laisser pousser une barbe comme la mienne, ça paraît clair. Mais il est toujours bien soigné et tout. Il a un petit sourire, mais pas trop. Enfin, bref. Et maintenant que... Je vous raconte une ou deux anecdotes. Juste pour crédibiliser le discours. C'est Doug. Il a voulu se donner le pouvoir, le total pouvoir en étant ministre du Trésor. Mais non, ça ne le faisait pas. Donc, il a été impliqué, bien sûr, dans Blockstream, mais aussi beaucoup dans Tether, qui est une autre crypto. Dont l'idée, c'était de booster le Bitcoin, j'en ai déjà parlé, et ils ont quand même utilisé 600 millions pour cela. Au même moment, un monsieur Bo Hines, qui, à la base au début de la deuxième administration Trump, a été engagé, j'ai toutes mes notes en anglais, hein, je suis désolé, donc je dois traduire, a été engagé comme cryptocurrency advisor, c'est-à-dire conseiller en monnaie crypto. Et il a été, son titre était Executive Director of the White House Crypto Council. Et ensemble avec Bo Hines, donc Bo Hines et M. Lutnick, Howard Lutnick, ils ont publié ce qu'on appelle le Genius Act, qui a été signé par Donald J. Trump. Et l'idée, c'était de créer ce qu'on appelle un stablecoin, backé par des règles et surtout le Trésor américain.
Donc, l'idée, c'est de ne plus permettre à une monnaie crypto d'avoir son identité, d'avoir sa liberté, mais de la faire fonctionner à l'intérieur même de la Banque centrale américaine ou plutôt du Trésor américain pour garder le contrôle de la monnaie. On ne veut pas d'une monnaie qui appartienne aux citoyens, qui appartienne aux acteurs économiques. Non, la puissance générée par le contrôle de la monnaie est telle que, ben voilà, c'est comme ça. Donc, ils ont fait passer le Genius Act. Et en plus, attends, pour mieux t'enfariner la face, comme d'habitude, te tromper, te mentir, on appelle ça le Genius Act. Mais tu vas voir, dans un instant, je vais parler du Clarity Act, hein, qui a été signé plus tard. Et on va y venir, tu vas comprendre petit à petit. Donc, le Beau Hines, OK, il était engagé pour être un des piliers de la Maison-Blanche, donc un monsieur plus ou moins en vue quand même, hein, quand tu es engagé comme dans le cabinet présidentiel du président des États-Unis, par définition, tu es un des hommes les plus puissants de la Terre. Ce gars-là a travaillé pendant quelques semaines pour faire passer le Genius Act, qui met sous contrôle, entre guillemets, les cryptos dans des règles étatiques. Parce qu'en fait, la seule chose qui menace une crypto-monnaie, c'est quoi? Ben, c'est le cadre légal. C'est les règles étatiques qui, à tout moment, peuvent interdire l'utilisation de la crypto-monnaie. Et si tu fais toutes tes transactions et que tu l'utilises en effet comme objet spéculatif, ça ne vaut plus rien. Tu as tout perdu. Et c'est une décision gouvernementale, les politiques la prennent quand ils veulent. Et tu penses que ça va peut-être fonctionner? Eh bien non, ça ne marchera pas. Donc c'est un risque massif. Donc, le gars en question, le Beau Hines, il est engagé par la Maison-Blanche. Il a un poste de dingue. Et au moment où le Genius Act est signé, dans la semaine, il pose sa démission. Et pourquoi est-ce que tu poses ta démission quand tu es au service du président des États-Unis? Ben, c'est parce que tu as un objectif encore supérieur. OK? Et ces gars-là, la seule chose qui les motive, c'est l'argent. Donc, le gars, il fiche le camp et il devient le CEO de Tether. C'est dingue. Et Tether, c'est un stablecoin qui va être utilisé, qui est adossé au dollar. Et alors là, je vais m'aventurer dans de la spéculation, mais ce n'est pas vraiment de la spéculation, je fais simplement les liens entre les différentes choses qui sont en train de se passer. Parce que moi, perso, j'ai travaillé là-dedans toute ma vie. Donc, ça me fait rire. Je comprends le raisonnement de ces mecs-là. Parce que ça a été le mien pendant des années et ça me fait super rire. Enfin, non, c'est affreux. C'est une mise sous contrôle de toutes les populations, c'est une monstruosité. Ouais, mais ça me fait quand même rire parce que d'un point de vue d'un joueur d'échecs, on va dire des choses comme ça, c'est une super top stratégie. Soyons quand même clairs. Un peu de café. Donc, comme je vous dis, le Tether, T-E-T-H-E-R, est une des plus grandes monnaies crypto contrôlées par les États-Unis. Et bien sûr, Howard Lutnick en est un des plus grands bénéficiaires. Hein. C'est une société, il a son copain Beau Hines à l'intérieur, c'est vraisemblablement lui qui lui a fait, qui l'a mis là-dedans. C'est du délire, en fait. En fait, ça me fait penser à une histoire. Ça me fait penser à une histoire, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez du film The Big Short. En français, j'ai fait une note, j'oublie toujours. Voilà, ça s'appelle Le Casse du siècle, avec Christian Bale dans le rôle de Michael Burry. Michael Burry, c'était un investisseur phare à New York qui continue à avoir une newsletter. Je vous la conseille de temps en temps. Je crois qu'on peut aller regarder ce qu'il raconte, qui est fabuleux. Le film était avec aussi Brad Pitt, Ryan Gosling, donc des bons acteurs. Et en fait, ça vous raconte la bulle spéculative des subprimes, à savoir qu'il y a eu sur l'immobilier.
Et puis, le Michael Burry en question, Michael Burry, il a parié, il s'est tout de suite rendu compte qu'il y avait une bulle spéculative de dingue, que les subprimes, c'était n'importe quoi, hein. C'était prêter de l'argent à des personnes pour faire de l'immobilier sans qu'ils puissent rembourser à aucun moment. Aucun moment. Donc, résultat des courses, euh, ce qu'on voit, ce qu'on observe en ce moment, c'est véritablement le cas du siècle, c'est the long short, mais sous stéroïdes anabolisants, parce que ça s'applique plus uniquement à l'immobilier, ça s'applique plus à un petit secteur des activités humaines, ça s'applique littéralement à la monnaie tout entière. Parce que je rappelle un truc, c'est que le risque pour un entrepreneur, c'est quoi? Il y a deux risques pour un entrepreneur qui crée une société. Il y a le risque d'instabilité légale et d'instabilité de la valeur monétaire. Si quelqu'un met en place une monnaie crypto avec des règles précises qui font en sorte qu'on ne peut plus manipuler la valeur de la monnaie, eh bien, tous les entrepreneurs réels, ça leur fait un risque majeur auquel ils ne sont plus soumis. Et si en plus on couple ça avec une stabilité légale à peu près décente, donc on revient à quelque chose de décent, hein, on passe de 120 000 pages de règles étatiques à quelque chose tel que je le décris dans mon livre 2024 que je t'engage à lire, où le cadre légal fait 240 pages, la Constitution 12 pages, 16 au maximum, que ce soit le cadre légal ou le cadre constitutionnel, soit révisé tous les 2 ans, eh bien, tu t'imagines bien que si tout ça est adossé à une monnaie qui n'est pas manipulable par les gouvernements, ben on est in business, les gars. On est bon. On a éliminé les deux facteurs de risque principaux que tout entrepreneur doit éviter dans le cadre de la création d'entreprise. C'est une évidence. Donc, je vous dis, c'est le Big Short, mais sous stéroïdes. C'est du délire ce qui est en train de se passer. Mais on va continuer encore un petit peu, légère pause, parce que c'est marrant. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que Donald J. Trump s'est laissé aller à faire un truc pareil? Et ça, c'est peut-être le côté obscur de Donald Trump. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Tu dois comprendre une chose, c'est qu'il y a environ une année, il a alloué entre 40 et 60 de sa fortune dans des monnaies crypto. Et je te rappelle que même si Warren Buffett disait que la diversification est l'excuse des ignorants, la diversification, quand tu exposes des actifs monétaires à plein de marchés, c'est la base. Tu dois diversifier un peu. Et quand tu concentres 50% de tes actifs sur une seule position, mais mon ami, c'est que tu as un inside information, c'est que tu sais ce qui va se passer. Tu prends jamais un risque pareil, c'est comme au poker. Si tu as une caméra qui te donne la main de ton adversaire, tu sais ce qu'il a comme carte. Ben évidemment que tu vas jouer gros, tu vas le manipuler. Dans le domaine de l'investissement, c'est la même chose. Si tu sais la façon dont le marché va évoluer, ben évidemment que tu peux mettre tous tes actifs sur une seule position. Sinon, tu évites. Tu ne le fais jamais. C'est une règle absolue. Donc, Trump, bien sûr qu'il est président des États-Unis, mais il est quand même un investisseur professionnel. Ou plutôt, il est entouré d'investisseurs professionnels. Il y a des gens, ça me faisait tellement rigoler. Il y a quelques jours, des gens m'appellent et me disent « Ah, mais quand même, il abuse parce que il fait des investissements à titre personnel et ceci. » Attendez. Donald John Trump, il a bientôt 80 ans. Il est sur le job H24 en continu. Tu te dis, mais comment c'est possible qu'à 80 ans, il ait tellement la pêche? Est-ce parce qu'il est tout le temps en colloque, il est en interview, il est ceci, il est cela. OK, très bien. Est-ce que tu crois par hasard qu'il a le temps d'analyser les marchés,
Et puis d'aller prendre position sur une crypto plutôt qu'une autre, un titre plutôt. Non, il a des super professionnels qui s'occupent de ça pour lui. Mais comme il parle à ces professionnels de l'investissement en continu, ben, lui-même devient dans sa logique un investisseur professionnel. Est-ce que tu crois que sans information privilégiée, il aurait peut-être investi 50% de ses actifs sur des monnaies crypto? Mais tu plaisantes, mon ami. Non, ça ne marche pas comme ça ne fonctionne pas comme ça. Ah, mais il a tellement d'inside information par rapport à ce qu'il est en train de faire. Je te rappelle que le président de la Banque centrale vient de changer. Il y a moins d'une semaine, ou plutôt non, il y a une semaine. On est le combien aujourd'hui? Le 8, je crois. 8, on est le 9. On est le 9. Donc, il y a un peu plus d'une semaine. Et il y a un nouveau président de Banque centrale américaine dont je voyais encore Donald Trump avec son cabinet présidentiel plaisanter et dire ah non, mais le nouveau président, malheureusement, n'aura peut-être pas de bureau directement à la Réserve fédérale, mais on lui fera un petit bureau ici à Washington. Et tout le monde rigole. Tous les gars autour de lui, le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio et les autres, sont tous en train de rigoler. Donc, ça veut dire qu'ils sont tous au courant, par définition. OK, on s'est compris. Donc, tu ne verras jamais un investisseur professionnel mettre 50% de ses actifs sur une position, à part s'il a des renseignements qui lui permettent d'assumer le risque qu'il prend. Donc, ça, c'est le côté obscur de Donald Trump. Est-ce qu'il est en train de faire ça? Eh bien, je ne sais pas. Il y a des chances. Donc, ça veut dire que maintenant, en théorie, il a la Banque fédérale américaine sous contrôle total. J'ai bien dit total. Est-ce qu'ils vont utiliser les projets du MIT, de Harvard, pour mettre sous contrôle véritablement l'ensemble des monnaies? C'est ça la question que tu dois te poser, mon gars. Et c'est ça que tu dois comprendre. Et c'est là que le Jeffrey Epstein a été utilisé par le Mossad, par la Knesset, par toutes les banques pour servir d'intermédiaire caché. Et c'est tellement machiavélique parce que les gars, ils savent que au moment où ils émettront une monnaie comme celle-là, ça fera le bonheur de beaucoup d'entrepreneurs qui, une fois de plus, ne seront plus exposés à un risque de fluctuation de la valeur monétaire en direct, puisque la valeur de la monnaie ne s'appréciera qu'en fonction du nombre d'utilisateurs qui lui font confiance. Je te rappelle qu'une monnaie, ça n'est pas le produit des infrastructures d'un pays, du travail des citoyens, des actifs tangibles à la banque centrale, l'or, etc. Une monnaie ne tient que par le nombre de personnes qui lui font confiance et ça s'arrête là. Le reste, c'est ce qu'on apprend aux têtes blondes dans les universités. Mais le fait est que si on a une monnaie qui est régie par des règles indubitable. On laisse au gouvernement la capacité, dans une situation de crise, pour gérer une difficulté. Ça peut être le chômage, ça peut être une guerre, ça peut être une crise de croissance ou de contraction de l'économie. On laisse le gouvernement la capacité d'émettre de la monnaie, mais ça doit être encadré par des règles constitutionnelles ultra précises. Parce que sinon, on donne une telle puissance aux gens qui jouissent justement de ces avantages spéculatifs, ces avantages de créer de la monnaie à volonté. C'est une monstruosité. On ne peut pas faire ça. On déséquilibre complètement un système monétaire si on fait ça. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 1816, quand, suite à la guerre de 1812 aux États-Unis, le pays était en chaos. Et pour relancer l'économie, ils ont décidé de recréer une banque centrale avec un mandat de 20 ans pour relancer l'économie. Et c'est ce qu'ils ont fait, mandat de 20 ans. Et en 1836, le président, 7e président des États-Unis, Andrew Jackson, a dilité littéralement la Banque centrale. Parce qu'il y avait des politiciens à l'époque qui étaient beaucoup plus honnêtes que ce qu'on a aujourd'hui et surtout éventuellement qui comprenaient
la finance, l'économie, la le système financier. Ils se rendaient compte que si tu donnes à quelques individus la possibilité de créer de l'argent sans travailler, tu travailles pas, tu crées de l'argent. Donc, tu, tu dilues la valeur du travail de toutes les personnes qui sont autour de toi à une échelle nationale. Eh bien, tu déséquilibres complètement l'économie. Tu déséquilibres parce que les gens qui ont travaillé super dur toute leur vie, qui ont 100 000, 200 000, 300 000 francs à la banque et qui comptent là-dessus pour se payer leurs vieux jours, la nourriture, payer l'entretien de la maison, payer l'essence de la voiture, eh bien, si tu laisses un petit nombre être capable d'éroder la valeur de ces économies par l'inflation, tu les tues. Tu leur voles le travail d'une vie. C'est inacceptable. Donc, on doit mettre en place les règles constitutionnelles telles qu'encore une fois, je vous le décris dans mon livre 2024. C'est d'une simplicité totale. Un enfant de 7 ans comprend le truc. Ah ouais, ouais. Moi, j'expliquais ça à mes enfants quand ils avaient 7, 8, 10, 12 ans. Ah, inutile de dire qu'ils ont percuté, hein. Maintenant, ils en ont 18, 20, 22, etc. Donc, OK. Mais je vous jure qu'ils ont percuté. Il n'y a pas besoin de leur réexpliquer. Ils ont compris. OK. Bref. Donc, pourquoi est-ce que les Américains font un truc comme ça? Ils se rendent bien compte que leur pétrodollar, il est à l'égout, ou à peu près. Les BRICS sont révoltés contre les États-Unis parce qu'ils ont tellement abusé, déclenché des guerres partout. La politique extérieure des États-Unis, c'est n'importe quoi, hein, depuis les années 50, juste après-guerre. Non, mais ça, avec Kissinger, avec tous ces gars, non, mais ça a dérapé méchant. Et pourquoi? Ben parce que c'est que des intérêts financiers. Le Nixon, président Richard Nixon, pourquoi est-ce qu'il a quitté la parité or du dollar? Mais c'est pour pouvoir manipuler la monnaie, mais encore de façon encore plus indécente qu'il ne le faisait déjà, puisque maintenant, il n'y a plus de règles qui le contraignent à donner des garanties quant à la valeur du dollar. Ils s'en contrefoutent. Et le projet constitutionnel que je te présente, il vise à rétablir cette harmonie, cet équilibre entre le seul producteur de richesse, la classe moyenne, l'ouvrier, toi et moi, et le système de gouvernance qui s'est doté d'un accès total et complet par voie légale et constitutionnelle à la valeur de ton travail, ton argent. Et c'est ça qu'on doit résoudre. Dès que tu auras résolu ce truc-là, 90% de l'équation est résolue once and for all, une fois pour toutes. Bref, qu'est-ce qu'il est en train de faire, le Trump et M. Lutnick et les autres? Il a 40 trilliards de dettes. Jamais il pourra rembourser 40 trilliards de dettes. En revanche, s'il établit un stablecoin adossé à une banque centrale, mais avec des règles précises qui évitent les fluctuations de la valeur monétaire autres que son appréciation par l'utilisation des usagers. Donc l'argent est un service proposé par l'État, mais dont la valeur fluctue en fonction de l'utilisation des usagers. C'est comme un téléphone Apple ou Android, hein? La valeur du téléphone va varier en fonction de l'utilisation des usagers. Ben, Apple a été super fort, ils font 30-35% de marge parce qu'ils ont créé un love product, hein? Comment est-ce qu'on dit en français? Un bien que les gens aiment. Donc, ils se permettent de prendre des marges monstrueuses là-dessus. OK, c'est leur truc. Bon, mais ils l'ont fait comme ça. Et nous, on accepte d'acheter parce qu'on aime un téléphone Apple, ou on aime un Samsung avec Android, ou on aime ceci. Bref. Donc, ce que je suis juste en train de dire, c'est que si les Américains créent un stablecoin, donc une crypto-monnaie,
adossé au dollar, avec au minimum 350, 360 millions d'Américains captifs qui vont l'utiliser, et qu'il n'y a plus de risque d'inflation, qu'il n'y a plus de risque que les taux d'intérêt sont rendus à l'appréciation des prêteurs qui font leurs calculs actuariels d'exposition au risque et qui déterminent eux-mêmes les taux d'intérêt. Ça n'est plus manipulé. Je voyais un président de Banque centrale il y a quelque temps qui expliquait, un homme supérieurement intelligent par ailleurs, magnifique, j'ai adoré ses vidéos, qui t'explique que les taux d'intérêt servent à réguler l'offre et la demande. Mais mon gars, non! L'offre et la demande, c'est la qualité d'un produit. Et puis, ils viennent avec des explications, mais magnifiques, super sophistiquées. Moi, j'adore les écouter. Mais c'est comme d'écouter, je ne sais pas moi, La Belle au bois dormant. C'est n'importe quoi. C'est comme quand je vais sur Wikipédia ou des fois je vais sur Google, tu sais, pour demander deux, trois trucs par rapport à des contrats qui ont été établis. Mais dès qu'il y a un aspect politique, ils ne font que militer pour le maintien, le statu quo d'un système qui doit mourir, le système néolibéral démocratique aujourd'hui qui doit mourir. Et s'il ne meurt pas, aucun autre système ne pourra renaître. Aucun. La mort, en ce sens, est le plus beau cadeau de la nature, car seule la mort permet la renaissance. Et c'est ce qui se passe tous les automnes et tous les printemps. Et sans l'automne et le printemps, je vous garantis que la nature serait beaucoup moins belle que celle qu'on a autour de nous en ce moment. Et tiens, j'ai un vague rayon de soleil qui arrive, il y a du monde derrière moi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je suis toujours dans le Truck World Tour, comme vous pouvez imaginer. Donc, pourquoi est-ce que Donald Trump veut passer les cryptos? C'est pas parce qu'il a investi les 3/4 de son argent ou les 2/3 de son argent ou la moitié de son argent dans des cryptos. Non, c'est pour effacer la dette de 40 trilliards de dollars. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Pascal? On n'efface pas une dette. Si, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, aujourd'hui, est-ce que vous croyez peut-être que les Japonais continuent à acheter de la dette américaine? Est-ce que vous croyez que les caisses de pension suisses, françaises, canadiennes, chinoises ou autres, bon, chinois un peu moins, continuent à acheter de la dette américaine, mais est-ce que vous êtes tombé sur la tête ou pas? Ben non. Quand une nation a 40 trilliards de dettes, tout le monde sait qu'elle ne va pas pouvoir rembourser. Et ils doivent trouver un moyen technique d'éliminer 50% de la dette. Ils doivent le faire. S'ils ne le font pas, ils sont morts. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer un stablecoin adossé au dollar, comme je vous l'ai dit, avec des règles très précises qui empêchent l'inflation, qui redonnent les taux d'intérêt, s'ils sont intelligents, à l'appréciation des prêteurs. Et ils vont aller voir tous les gens vers qui ils ont des dettes colossales. Ils vont aller voir les Japonais, ils vont aller voir les Chinois, ils vont aller voir les Indiens, les Français, les Suisses, tous les gens qui ont de la dette américaine sous forme obligataire. Puis Donald, il va leur dire un truc tout simple, il va leur dire, écoutez, voilà, moi, je vous rembourse 50% de ce que je vous dois avec la nouvelle monnaie que je suis en train de mettre en place. Donc, cette monnaie, crypto, CBDT, Central Bank Digital Currency, thank you very much, monnaie crypto, banque centrale, monnaie digitale, banque centrale, pardon. Et comme j'anticipe qu'elle va s'améliorer en termes de valeur, qu'elle va prendre de la valeur, je te rembourse à 50% de ce que je te dois, et puis ensuite on laisse le marché faire son travail, et dans 12 à 24 mois, tu as récupéré tes actifs. Et moi, je me débarrasse de la moitié de mes 40 trilliards de dettes, vite fait, bien fait. Alors évidemment, ça passe par des mécanismes. Et je ne vais pas les décrire ici parce que déjà là, ça devient un peu compliqué. Voilà. Mais j'essaie de te le simplifier. Parce que tu dois bien comprendre une chose, si tu vas sur Wikipédia, si tu vas sur Google, que tu demandes des trucs, et je t'engage à le faire,
tu auras des explications abracadabrantes pendant des heures. Tu vas perdre des heures à lire toute leur prose. Parce que le but de Google, le but de tous ces gars de YouTube et autres, bah, c'est de conserver le système qui leur donne évidemment leur qualité de vie actuelle. Donc le but, c'est de garder les monnaies fiat qui ne valent que dalle sous le contrôle des États, sous le contrôle non pas des États, mais des conseillers des politiques. Parce que les politiques, encore une fois, ne comprennent rien à tout ça. Ils ne comprennent pas. Par contre, les directeurs de JP Morgan, de la Lloyds, de Google, de Microsoft, de Ford, de General Motors, de Fiat, de Fiat, la marque automobile, de Toyota, et eux, ils comprennent. Ah, je vous garantis qu'eux, ils comprennent le truc. Ben, ils veulent garder la main mise là-dessus. Ça empêche toute compétition, ça empêche le peuple d'avoir son pouvoir d'achat, ça empêche tout. Ça vous vole votre liberté. Mais c'est une histoire de flux financiers. De flux financiers. Et les gens qui viennent avec leurs histoires de complotisme, de machin et tout, mais revenez au plus élémentaire bon sens. Le but d'un Howard Lutnick qui passe du camp démocrate au camp républicain, qui a accepté les bras ouverts par Donald Trump, mais c'est parce qu'il représente des intérêts financiers dont vont bénéficier tous ces politiques, tous ces gens-là. En regard des inside information, des informations qu'a un gars comme Howard Lutnick ou tous les gens qui sont là autour, mais une Nancy Pelosi qui a abusé des informations qu'elle avait pour investir. Elle s'est fait des dizaines, pour ne pas dire des centaines de millions de dollars. Si tu regardes les performances d'une Nancy Pelosi, je te rappelle, qui était la présidente du Sénat, enfin du Congrès américain, pardon, j'y arriverai, eh bien, euh, elle a fait des meilleures performances en bourse que les meilleurs investisseurs professionnels, que les meilleurs hedge fund managers. Elle a fait des performances de dingue. Pourquoi? Parce qu'elle abusait tout le temps des informations privilégiées qu'elle avait dans le cadre de son mandat politique. Ben, c'est un peu ce qu'est en train de faire Donald J. Trump. Hein? Il investit massivement dans les cryptos. Voilà. Donc, alors maintenant, on va continuer un tout petit peu. Donc, comme je vous ai dit, Epstein, son rôle principal, c'était de donner une maîtrise totale aux acteurs actuels d'un principe de monnaie indépendant qui était au départ uniquement le Bitcoin, et on a fait des centaines de cryptos partout, et lui a mis en place et a financé par le MIT les projets Hamilton, Cedar et Regulated Liability Network, avec le MIT de Boston. C'est dément. Donc, est-ce que tu penses peut-être que le Epstein était tout seul ou que Howard Lutnick était tout seul? Ben non. C'est pour ça que je me permets de citer Israël, les banques en question, parce qu'ils n'étaient pas tout seuls. Ça n'a pas germé dans leur petit cerveau tout seul comme ça. Non, c'est une volonté de stratège et de logisticien. Et comme tu le sais, les guerres ne se gagnent jamais sur la stratégie, toujours sur la logistique. Et ces mecs-là ont mis en place une logistique infaillible pour conserver la totalité de la valeur du truc. C'est une absolue monstruosité, on s'est bien compris. Donc, tout récemment, ils viennent de signer, en plus du Genius Act, le Clarity Act. Parce qu'il y a quand même 2-3 personnes, votre serviteur aujourd'hui, qui font un peu les liens et qui se disent oui, mais quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour mieux enfariner la tête de tout le monde, tu fais d'abord le Genius Act. Ah oui, tu es un génie, quoi. Puis ensuite, tu fais l'acte de clarity, comment est-ce qu'on dit? Oui, Clarity Act pour rendre clair et transparent la situation. Parce que on ne fait pas tout ça pour te voler l'accès à la propriété,
pour te voler ta capacité d'avoir un pouvoir d'achat qui correspond au travail que tu fais. Non, on veut te donner les rênes. C'est toi le maître de la situation. C'est une absolue monstruosité. Une monstruosité. Donc, ils te la jouent comme ça. Et ils font le Clarity Act. Et tu peux aller voir. Va sur Google, tu fais Clarity Act, tu regardes ce que c'est. C'est tout simplement des règles. Alors, elles ne sont pas vraiment claires pour l'instant, contrairement à ce que j'ai écrit dans mon livre 2024. Les règles qui encadrent une monnaie doivent être d'une clarté totale. Totale. C'est ce qu'on veut. Eux, ils veulent te donner l'impression du contrôle. En fait, tu n'as aucun contrôle. Et je ne vais pas entrer dans la discussion suivante maintenant, parce que ça va être un peu trop compliqué. Mais en fait, ils sont en train de tokeniser tout ce qui est acheté, vendu en monnaie crypto. Tokeniser, ça veut dire quoi? Ils en font des produits financiers, c'est-à-dire que tu peux tokeniser ta maison, ta voiture, tu peux tokeniser, donc faire des produits financiers à partir de n'importe quel actif. Et l'idée pour eux, c'est d'être capable de te saisir tous tes biens à partir du moment où ils sont tokenisés. Mais, OK, j'arrête là, time out. Non, je ne vais pas entrer dans ce débat maintenant, mais je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus. C'est l'étape ultime, mais pour ça, ils ont besoin d'une monnaie digitale, banque centrale. Mais ce sera l'étape ultime de ta dépossession totale de tous tes biens. Parce que ta propriété ne t'appartiendra tout simplement plus. Déjà, ton argent, quand tu le mets à la banque, ne t'appartient pas. Tu le prêtes d'un point de vue légal à la banque. Donc, la banque en fait ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut. Et si elle te perd ton argent, tu l'avais prêté à la banque, donc elle ne te doit rien. Tu ne récupéreras rien. Oui, en Suisse, il y a un plafond, un truc du style, si tu as quelques centaines de milliers de francs à la banque, au minimum, on t'en rendra 10, 20 ou 30 000, je ne sais plus. De toute façon, ils s'en foutent, parce que comme ils ont la banque centrale sous contrôle, même si la monnaie ne vaut plus rien, ils impriment un peu plus, ça dévalue un peu plus et ils te le rendent d'une façon ou d'une autre. Non, mais c'est affreux tout ce que je vous raconte, je le sais. Mais c'est le monde dans lequel tu vis, mon ami. On vit dans ce monde-là. Et tu me crois ou non, il y a des gens qui me prennent pour une sorte d'allumé ou autre. Ah oui, parce que j'ai une barbe un peu importante, que j'aime vivre en montagne, que je fais du ski. Voilà, j'ai été faire un super sommet le dimanche passé, j'organise des marches constitutionnelles et tout. Mais tout ce que je vous raconte, c'est la stricte vérité. Tout est vérifiable. Allez regarder le Clarity Act, le Genius Act, le Howard Lutnick, l'investissement massif de Donald Trump dans les cryptos, l'intervention du MIT, du MIT de Boston pour remplacer, pour reprendre contrôle d'une monnaie qui était en train de prendre sa place tout à fait naturellement parce que enfin au service du peuple et non pas sous le contrôle des États. Vous avez qu'à regarder. C'est juste dément. Donc, je vous dis, la tokenisation, ce sera l'étape ultime, une fois que ces monnaies banque centrale, c'est une monnaie digitale banque centrale, CBDC, seront en place. Ils pourront vous saisir absolument tout. Et c'est pour ça que dans mon livre 2024, la monnaie doit être, et ça doit être inscrit constitutionnellement, ça doit être une règle constitutionnelle inaltérable, tu as droit d'utiliser en tant qu'utilisateur de la monnaie comme vecteur d'échange, tu veux pouvoir l'utiliser sous forme scripturale, bien sûr, quand tu signes un contrat de vente, etc. Mais tu veux la version monnaie, papier, pièce de monnaie, et la version actif tangible de type or, argent, ou ce à quoi tu donnes de la valeur toi-même en fonction de ton appréciation de la valeur de l'outil, de l'objet.
Donc, ça doit être inscrit dans nos constitutions, monsieur, dame. Et c'est ce que je te dis dans mon livre 2024. J'en ai malheureusement pas une copie avec moi, sinon je te la montrerai. Mais je suis sûr qu'au montage, mes partenaires te présenteront le livre vite fait, bien fait. Et il faut impérativement qu'on reprenne contrôle de la monnaie, que la monnaie soit un outil, un service proposé par l'État, mais uniquement au service du citoyen, uniquement au service des acteurs économiques qui l'utilisent comme vecteur d'échange pour des connaissances, des biens et des services. Sitôt qu'elle est sous contrôle d'un petit groupe d'individus, ils en abusent. Et c'est normal. Tu ne peux pas leur demander de faire autre chose. Parce que si je te donne une machine à fric et tu n'as qu'à presser sur un bouton et tu as les billets qui tombent, bah évidemment que tu vas l'utiliser. Tu t'achèteras une plus grosse baraque, une plus grosse maison, une plus grosse voiture, tu enverras tes enfants dans une meilleure école, tu t'achèteras les choses que tu aimes à manger, tu partiras en vacances, tu t'achèteras un nouveau vélo, des nouveaux skis, etc. Et c'est normal. Personne ne va te le reprocher. Et à un niveau étatique, mais quand les gars, ils ont la possibilité de créer de la valeur sans travailler, parce qu'encore une fois, l'État est un centre de coût, en aucun cas un centre de profit. C'est un centre de coût qui travaille pour le citoyen, qui est au service des citoyens, qui est payé par le citoyen. Et il est là pour t'offrir les infrastructures qui te permettent, toi, de faire de l'argent. Uniquement toi. Eux ne produiront jamais rien. Mais quand je dis rien, ils produisent rien de chez rien. Ils ne sont même pas capables de protéger l'héritage culturel de nos ancêtres, l'héritage économique. Dans un pays comme la Suisse, la neutralité, par exemple. Dans un pays comme la Suisse, le secret bancaire, qui donne un espace de liberté financière à des gens qui sont dépossédés de la capacité de mettre leurs économies protégées quelque part. Ça sert à ça, le secret bancaire. Ça ne sert pas. Oui, c'est utilisé par des escrocs, mais pour la plupart du temps, c'est utilisé par des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont payé taxes et impôts. Et puis, on veut encore les déposséder un peu plus au moment de leur mort. Leurs héritiers n'auront même pas le droit de toucher les économies d'une vie de gens honnêtes. Et ça, c'est le monde que tu acceptes aujourd'hui. Non, mais je te jure, c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. Et c'est pour ça que le monde doit renaître. Tout est écrit dans les constitutions universelles, à vocation universelle, que tu trouves dans le livre 2024. Tu vas, s'il te plaît, regarder, tu nous soutiens, tu achètes un livre, tu vas sur Amazon, ça coûte 24 €. J'ai fait le prix, 24 francs suisses, 24 $. J'ai fait le prix le plus petit possible par rapport à la taille du bouquin. C'est un état de fait. Bref. Donc, tu vas, tu lis, tu fais les liens avec tout ce que je viens de te raconter. Mais je voulais faire cette vidéo un peu plus longue pour juste crédibiliser le fait que mes partenaires et moi, nous comprenons et nous faisons les liens qui existent entre ce qu'on observe. L'affaire Epstein, oui, c'est de la pédophilie. Oui, c'est affreux. Mais c'est rendu possible par des moyens financiers monstrueux offerts par des banques, par des gens qui contrôlent les monnaies, qui contrôlent les États, qui peuvent payer, comme je le disais, l'île de M. Epstein, qui peuvent payer les voyages en avion pour amener les victimes, mais ensuite pour amener évidemment les politiques sur lesquels on veut un dossier épais comme ça pour les tenir d'une main plus ferme encore. Mais c'est fou. On croit rêver. C'est fou. C'est fou. Mais c'est comme ça. Donc, on doit faire mourir le système. On doit le faire mourir pour qu'il puisse renaître. Et le petit combat législatif sur l'article 190 de la Constitution, ou la ZFE machin, ou ceci ou cela, mais c'est une totale perte de temps. C'est un pas dans la bonne direction.
mais c'est une perte d'énergie totale. Consacrez votre énergie à ce qui va délivrer un résultat garanti. Et le résultat ne sera garanti qu'à travers la réécriture des constitutions, en redonnant aux politiques la fierté du service public, la fierté d'être autre chose que les collabos de leurs conseillers, comme je le disais, Google, Microsoft, pourquoi pas Tesla, SpaceX, de Novartis en Suisse, de Nestlé. Nestlé, le numéro 1 de l'agroalimentaire mondial, les plus grands empoisonneurs de la planète, Nestlé. T'es pas numéro 1 de l'agroalimentaire mondial si tu fais ce qui est bon pour les gens. Ben non, non, tu utilises les pires pesticides, les pires engrais, tu es copain avec Monsanto, mais c'est une évidence. Et ça, c'est en Suisse, c'est à Nestlé, le siège est à Vevey, le long du lac Léman, du lac de Genève pour les incultes. Mais encore une fois, c'est une monstruosité. Et tout ça pour dire, si tu ramènes un principe de tiers-regard, où tu as plein accès à la façon dont ton argent est dépensé, ben, tu vas responsabiliser toute la chaîne derrière. Parce que les gens ont tellement honte, quelque part. Ils ont tellement honte sur ce qui se passe en ce moment, que si tu les exposes, est-ce qu'ils vont pouvoir garder la honte toute leur vie? Non. 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 Comme je te l'ai déjà dit, quand tu es dans une dispute avec ton conjoint, prends ton téléphone, tu dis « Ma chérie, mon chéri, on va enregistrer notre conversation. » Ben, tu verras, il n'y aura plus d'insultes. Il y aura beaucoup moins de plaintes. On se concentrera sur les solutions, sur ce qu'on peut faire pour améliorer la problématique. C'est une évidence. Bref, le tiers regard. Et tu veux avoir accès à chaque mouvement financier quand c'est toi qui as payé pour quelque service que ce soit. Mais au minimum, c'est éducation, santé, justice, État. Et ces gens-là te donnent plein accès au mouvement de chaque centime dépensé. Et les écoles passent à la casserole, elles sont totalement transparentes. Les médecins doivent être totalement transparents. Ils doivent être fiers de gagner beaucoup d'argent en redonnant leur santé à des gens qui l'ont perdue. Mais aujourd'hui, en Suisse par exemple, seuls 40% du prix de la santé sert à des actes médicaux, à payer des médecins, tout le reste, c'est des processus administratifs. 60% du coût de la santé en Suisse, c'est des escrocs qui utilisent des fondations. Toutes les sociétés d'assurance obligatoire en Suisse sont toutes des fondations. Mais pourquoi est-ce qu'elles ont toutes ces SA en dessous? On en a déjà parlé dans plusieurs vidéos et je vais revenir à la charge d'ici peu. On va redonner la médecine aux médecins, on va redonner la justice aux juges, on va redonner l'enseignement aux professionnels de l'enseignement. Et si tu regardes comment tu ouvres le chapitre éducation, tu ouvres le chapitre légal de mon livre 2024, je te le décris par A plus B. Et je vous garantis, un enfant de 10 ans qui sait tout juste lire, écrire et compter peut comprendre tout ce que j'ai écrit immédiatement. Je ne suis pas atteint de complexionnite. Je ne complexifie pas au max. Non, j'essaye de dégrossir comme je viens de le faire sur les cryptos. Donc, non mais, les politiciens en Suisse vont jusqu'à essayer de nous faire croire que le système va être en faillite si on arrête l'immigration massive d'étrangers dans notre pays, que l'AVS, l'assurance vieillesse, ou l'assurance de santé obligatoire vont être les deux en faillite si on arrête d'importer des immigrés. Non mais donc, ça illustre quoi? Qu'ils n'ont aucune gestion. C'est la fuite en avant. Hein? C'est le
patient aux soins palliatifs qui prend n'importe quel médicament pour se donner quelques jours de sursis. Et les braves Suisses, nous, on fait confiance à nos politiques et ils en abusent d'une façon, mais obscène, c'est à vomir. Et ils sont en train de vous dire, non mais ce sera de votre faute si vous acceptez cette votation la semaine prochaine où on va limiter à 10 millions ou si la votation passe. Elle passera jamais. De toute façon, la votation, elle est biaisée. La votation, si par malheur ça avait tendance à glisser dans le camp du on limite la population suisse à 10 millions, il n'y aura pas un immigré de plus qui va entrer, eh bien, comme par hasard, dans les 30 dernières minutes, hein, on sera à 46, 47 de non, puis peut-être 53, 54% de oui, et ça glissera en dernière minute. Pour vous dire que non, mais c'est parce qu'on a mis plus de temps à dépouiller les grandes villes telles que Zurich, Berne, Bâle, pourquoi pas Genève. Mais les élections sont déjà faites. Le peuple suisse n'a plus rien à dire. Rien. Ton élection, elle est déjà passée. Et évidemment, ils veulent. Enfin bref. Donc, ça veut dire que ces mecs-là, ils n'ont aucun projet. Ils n'ont aucune gestion de la nation. C'est n'importe quoi. Et ils te disent que des branches essentielles à la survie de la Suisse vont partir en faillite si on vote pour le fait d'arrêter la population à 10 millions. La Suisse, c'est tout petit. C'est tout petit. Il faut la limiter à 10 millions. On est déjà, mais moi, je suis en montagne. Et un petit village comme celui dans lequel je vis enfin maintenant, il y a déjà beaucoup de monde. Il y a pas mal de monde. Mm. Et bon, bah, tant mieux. Hein. Moi, voilà, je suis un gars plutôt social, mais non, c'est petit. Il faut absolument faire passer ça. Et les politiciens, ils s'arrangent pour te faire porter le chapeau de leur mauvaise gestion. Et si tu votes dans l'intérêt long terme d'un pays, eh bien, tu seras accusé d'avoir été un des moteurs de la faillite de nos institutions. Mais, comme je l'ai dit, nos institutions doivent mourir. Elles doivent mourir pour pouvoir renaître. Donc, est-ce que c'est finalement pas une bonne chose que de les mettre en sur-régime par rapport à ce qu'ils nous imposent? Et ce que je dis dans ma feuille de route, tu devrais aller tester la valeur de leurs promesses en mettant sur régime tous les services étatiques, sans aucune exception. Mais je te laisse lire ça dans 2024. Bref. Ouais. Donc, les monnaies crypto, quelque part, c'est le futur. La technologie mise en place par Jeffrey Epstein, Howard Lutnick, l'Université du Massachusetts Institute for Technology, MIT, Harvard, c'est le futur. Est-ce que les États-Unis, la question est la suivante, est-ce que Donald Trump est suffisamment intègre pour nous proposer à tous, à une échelle littéralement planétaire, une monnaie qui ne sera plus le fruit uniquement des intérêts politiques tels qu'on l'a vu? Hein, le pétrodollar, ça a été manipulé d'une façon monstrueuse. S'il veut garder une forme d'hégémonie monétaire avec le dollar, ben, il va nous proposer quelque chose qui rende sa souveraineté au peuple, qui rende un outil d'échange économique à une échelle globale au peuple. Parce que même nos amis chinois, qui ont des monnaies super trafiquées, enfin, sous l'emprise des politiques et tout, si tout d'un coup, ou les amis indiens, ou les Africains, ou n'importe qui, a une monnaie dont la stabilité est garantie par des règles démocratiques, des règles constitutionnelles et légales plutôt, ben, tout le monde voudra l'utiliser. Donc, elle s'appréciera. Et on augmentera la masse monétaire au 31 janvier en fonction de la croissance réelle de l'économie qu'elle sous-tend, qu'elle représente. Eh bien, si les Américains sont assez intelligents pour faire un truc comme ça, et ça risque de se passer de cette façon, ben non seulement ils éliminent 50% de leur dette, mais en plus, ils offrent au monde entier une monnaie non biaisée. Et aujourd'hui, on vit dans un monde totalement biaisé.
Si tu parles du CO2, de la pollution, si tu parles de la valeur des monnaies, on vit dans un monde biaisé. Et si on arrive déjà à offrir une monnaie non biaisée par des escrocs, par des intérêts politiques, financiers, on aura fait un immense pas en avant dans la bonne direction. Si ensuite on définit le budget de l'État et on abolit les taxes, parce que clairement, les taxes, c'est totalement injuste, hein, c'est uniquement pour couvrir la gestion désastreuse des États. Mais ce qu'on doit faire avec nos États, c'est définir une fois pour toutes le budget de l'État qui doit être entre 14 et 17 de la valeur produite par tous les acteurs économiques, personnes physiques et personnes morales, à savoir société. Tu définis le budget de l'État, tu élimines toutes les taxes, tu élimines la paperasserie, tu élimines tout. Plus de TVA, plus de taxes sur l'énergie, plus de taxes sur les cigarettes, sur l'alcool, plus de taxes sur tes habits, plus de taxes sur ton véhicule, plus de taxes foncières, plus de taxes sur rien du tout. Le budget de l'État est défini en pourcentage de l'activité économique, de la création de richesses de tous les acteurs économiques de la nation. Si tu adosses ça à une monnaie qui ne peut plus bouger en termes d'inflation, dont les taux d'intérêt sont à l'appréciation des prêteurs, eh bien, mon ami, tu as 90% de ton équation qui est résolue une fois pour toutes. Lis 2024 et tu le sauras, ou plutôt, relis-le. J'ai un de mes amis, un super chef d'entreprise, il a lu mon livre 3 fois. Il m'a dit, Pascal, c'est dingue. Hein? Ça saigne à chaque page, mais on sent la bienveillance. Mais pour capter les concepts et les mettre véritablement, parce que d'abord, on a un instinct de rejet. Je dis, non, mais ça ne va pas marcher, c'est pas possible. Si, ça va fonctionner. Ça va marcher, comme on dit en Suisse. Ça va fonctionner. Mais il faut lire, relire, s'apprivoiser à un concept simple. Parce que la plupart du temps, les choses simples vous paraissent trop simples pour vous. Donc, vous refusez de les comprendre. Ce n'est pas assez compliqué, en fait. Ce n'est pas assez compliqué. Si ce n'est pas assez compliqué, on ne va pas essayer de le comprendre. Dans la complexionnite, la complexité, tu vas aller vérifier tout ce que je t'ai raconté sur Epstein. Tu vas aller vérifier tout ce que je t'ai raconté sur les cryptos, sur le rôle de Trump, etc. Et tu verras bien que j'ai raison. Tu verras bien que les conclusions s'imposent. Maintenant, est-ce que les Américains vont utiliser ça pour réduire leurs dettes? Ça, je ne peux pas te dire. Je ne sais pas. Mais ça semblerait assez logique, hein, si tu fais les liens. Bon. Je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Si tu as tenu jusque-là, je te remercie pour ta bienveillante et aimable attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.